Bonsoir, François Loé pour l'URPS médecin. Euh, Vous êtes là ce soir pour l'étude Cocovilate, étude qui est sortie il y a quelques mois mais qui était un peu longue et que nous avons retravaillée, et donc on est là pour vous la présenter ce soir. Et donc je serai accompagné par Mathieu Calafiore, qui est directeur du DMG de Lille, et Olivier Robineau, qui travaille au CH de Tourcoing. Vous avez en bas à droite un chat. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. On les prendra au fur et à mesure et on les posera quand Olivier prendra une respiration. Voilà, Mathieu, je te propose de commencer. Oui, donc bonsoir, donc Mathieu Calafiore, je suis le directeur du département de médecine générale de la faculté de Lille. Je représente un peu tous les départements de médecine générale qui participent à cette opération. Il y a Lille Cato et Amiens qui sont également participants. Donc l'idée, c'est de bien montrer que c'est quelque chose qui est mis en place déjà en ville, c'est de la médecine générale, c'est pas un truc qui a été pondu par une structure purement hospitalière, hein. C'est vraiment quelque chose qui se base sur nos recommandations de terrain. C'est d'ailleurs pour ça que l'ensemble a évolué et que le questionnaire a évolué aussi. Et puis aussi pour répondre peut-être à des questions qui auraient rapport à l'étude Cocovilette et la maîtrise de stage, par exemple. Comment on peut intégrer ça dans une maîtrise de stage assez classique? Ok, Olivier Robineau. Ouais, merci. Donc bonjour à tous et merci beaucoup à l'URPS de soutenir ce projet depuis déjà un moment, hein, parce on l'a monté il y a longtemps. Puis après, il y a eu des vagues Covid qui nous ont empêchés de commencer. Puis après, quand on a commencé, c'était compliqué. Comme vient de le dire Mathieu, le projet a évolué parce qu'initialement, ça avait vraiment été mis en place par des hospitaliers, pire, des hospitalo-universitaires, c'est-à-dire moi. Donc, je me suis pas présenté, je suis maître de conférence en maladies infectieuses. Je suis responsable de l'enseignement de maladies infectieuses à la fac de Lille, d'ailleurs. Et donc du coup, l'idée, en fait, c'est de vous présenter l'intérêt avant de cette étude et après de vous représenter un peu ce qu'il faut faire. Alors, c'est une étude en médecine générale, mais c'est une étude étant donné qu'il y a des questionnaires où on a évidemment un petit peu d'administratif avant de se lancer dans ce genre de choses. Et il faut notamment que, en fait, chaque personne qui inclut des patients soit identifiée. Donc, c'est la partie un peu pénible de cette partie-là. Et voilà. Mais après, pour tout ce qui est remplissage des questionnaires, on va le revoir. Ça s'est vachement simplifié. Et donc, s'il y a des gens qui sont là, qui étaient déjà inscrits, qui en avaient déjà inclus par le passé, eh bien, on a quasiment diminué par 2 le temps de remplissage, hein, très clairement. Donc, je vais partager une présentation. Alors, excusez-moi, j'ai mis plein écran. Non, c'est pas ça. Je partage. Donc, rapidement, je me suis dit aussi que c'était peut-être intéressant en 4 slides de vous expliquer un peu ce qu'on sait aujourd'hui sur le Covid. On sait long. Alors, je mets toujours cette diapo parce que c'est une des premières photos qu'il y a eu sur Twitter d'une Anglaise qui montrait en fait tous ses symptômes à Day 63. Elle montrait en fait tout ce qu'elle avait eu et surlignait ce qu'elle avait encore. Et elle faisait ce tableau un peu tous les jours. Donc en fait, ça veut dire que c'est une histoire qui existe. Et ça, c'est une photo qui date de 2020 et c'était au mois de mai-juin dernier, mai-juin 2020. Donc c'est quelque chose qui a émergé des réseaux sociaux. Donc le nom Covid long, il vient de là. Même si on peut ne pas apprécier ce terme, moi je préfère dire syndrome post-infectieux, parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de choses communes au Covid aux autres syndromes post-infections, mais qu'on connaît très mal. Et en fait, c'est surtout quelque chose qui est connu par la médecine générale. Du coup, c'est l'occasion quand on travaille avec cette pandémie, il y a eu beaucoup de cas de syndrome post-infectieux. Et bien, c'est l'occasion de mieux connaître ce genre de choses qui sont très très peu étudiées parce que ça entre guillemets n'altère que la qualité de vie, alors que c'est énorme, mais ça ne tue pas les gens. Et donc forcément, c'est quelque chose qui est un peu moins étudié, alors que c'est fondamental. Alors juste, maintenant, il y a une définition pour le post-acute syndrome. Donc, c'est le syndrome de les affections post-Covid. Et donc, c'est antécédent d'infection probable ou confirmée par le SARS-CoV-2, avec des symptômes qui persistent au moins 2 mois, qui ne peuvent pas être expliqués par un autre diagnostic et qui apparaissent en général, alors c'est tout le problème, dans les 3 premiers mois, et désolé pour le S manquant.
dans les 3 premiers mois suivant l'infection. Mais c'est le en général. Alors évidemment, du coup, quand on voit cette définition, on peut imaginer que plein de choses peuvent rentrer dans ce cadre. Et donc, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il peut y avoir du surdiagnostic en attribuant à tort et donc en passant à côté d'autres diagnostics. Et c'est ça la complexité de cet état post-infectieux, c'est que c'est spécifique de rien en dehors de l'anosmie, mais qui pose pas trop de problèmes, enfin qui est embêtant pour les patients, mais qui pose moins de problèmes de prise en charge multidisciplinaire ou autre. Et voilà. Et après, pour la sémiologie, les symptômes peuvent fluctuer, voire récidiver au cours du temps. Et ça aussi, c'est très compliqué parce qu'on peut très difficilement. Il y a des gens qui attribueront, après une période de plus aucun symptôme, la réapparition de symptômes similaires à l'épisode de Covid, alors qu'on a tout à fait le droit de faire autre chose dans son histoire clinique. Donc, pour vous dire l'épidémiologie, ce qu'on sait, c'est qu'au final, on considère que si on est alors avant qu'il y ait cette définition de 2 mois, on avait déjà quelques données. Et on considère qu'à 2 mois, selon les études, il y a entre 10 et 45% des gens qui ont des symptômes pour les gens qui ont été pris en charge en ambulatoire et ceux qui ont été pris en charge à l'hôpital, à 6 mois, on est plutôt au-dessus de 60% de gens qui ont encore des symptômes, qu'ils aient ou non des atteintes d'organes décrites. Donc c'est ça qui est important. C'est-à-dire que sans atteinte d'organes, les gens peuvent présenter ces symptômes et on se rend compte que sur le très long terme, il y a probablement des grandes similitudes entre les Covid longs hospitaliers et les Covid longs ambulatoires. Mais évidemment, la masse est plutôt celle qui est ambulatoire, étant donné qu'il y a plus de personnes qui ont fait le Covid en ville que de gens hospitalisés. Donc, c'est vraiment complètement une pathologie de médecine de ville et une prise en charge de ville. Alors, juste les hypothèses, je vais vous montrer un truc qui paraît un peu compliqué, mais au final, à l'heure actuelle, il n'y a rien qui se déborde. Il n'y a rien qui se met en avant. Vous avez des hypothèses de persistance de virus, avec du virus au début, puis après, peut-être encore un peu de virus, puis en cas de co-infection qui se réactive, et ça peut entraîner des symptômes. De l'inflammation qui a été activée par le virus et qui persiste, que le virus ou pas reste. Et à cela peut éventuellement se rajouter, comme dans toute maladie chronique, des troubles somatiques fonctionnels avec, lorsque on n'a plus d'atteinte d'organes, il peut y avoir une dysfonction qui persiste et c'est quelque chose d'extrêmement fréquent, pareil, de très peu diagnostiqué, mais qui nécessite des prises en charge globales de rééducation et de soutien psychologique en disant bien évidemment que les symptômes ne sont pas dans la tête, ils sont vraiment dans le corps, les patients le ressentent réellement, mais il peut y avoir des phénomènes neuropsychologiques qui favorisent leur persistance et ça se prend en charge et c'est très difficile à prendre en charge parce que c'est aussi également assez méconnu. Donc, juste, l'HAS a fait des réponses rapides, avec les 4 piliers, c'est le traitement symptomatique, il n'y a rien qui est contre-indiqué, l'information, la rééducation et la prise en charge psychologique. Et en fait, dans tout cela, il y a quelque chose qui manque dans nos connaissances, c'est au final de quoi se plaignent réellement les patients quand ils vont en consultation et est-ce qu'il y a beaucoup de consultations qui sont attribuables au final au Covid long ou est-ce que ça modifie la tenue, le contenu, le fait d'avoir fait un Covid modifie le contenu d'une consultation en médecine de ville. Les seules données qu'on a là-dessus, c'est celles des vétérans américains où il y a des grosses bases de données. À chaque fois qu'ils viennent en consultation, il y a des données qui sont récupérées. Et en fait, ce que l'on sait, c'est que pour l'instant, les gens ont plus consulté pour des phénomènes thromboemboliques, ont plus consulté pour des syndromes douloureux quand ils ont fait le Covid plutôt que quand ils ne l'ont pas fait dans les 6 mois qui suivent l'infection. Voilà, c'est les seules choses que l'on a, mais on a uniquement du diagnostic. Je n'ai pas vu de papier qui parlait des plaintes et des motifs de consultation en médecine générale. Et en fait, c'est ça l'idée. Voilà. Alors juste un aparté, j'avais rajouté ça. Évidemment, l'URPS a fait un résumé de toutes ces recos et qui est vraiment bien faite, cette fiche plaquette qui se retrouve sur le site internet. Ça vaut le coup de faire de la pub. Voilà. Alors, Cocovilate, du coup, ça c'est l'étude que je viens de vous introduire sur ce qu'on a dans la littérature et ce qui nous manque. En gros, ce qui nous manque, c'est qu'est-ce qui se passe en ville, de la plainte au diagnostic. Voilà, très simplement. Et surtout, ce qui diffère des patients qui ont fait un Covid, parce que ça aussi, j'ai oublié de vous le dire, c'est qu'en plus, le travail s'est modifié un petit peu au cours du temps. Au début, on était très axé Covid long, Covid long, Covid long. Mais en fait, on se rend compte que des gens qui ont fait le Covid, qu'ils se plaignent ou pas de symptômes après, eh bien, on a l'impression qu'il y a un surrisque d'un certain nombre d'événements dans l'année qui suit, surtout chez les personnes les plus âgées. Et donc, le champ de la recherche, il s'élargit du Covid long, donc c'est des gens qui ont des symptômes, aux conséquences du Covid, beaucoup plus générales. On a fait le Covid et est-ce que ça va changer quelque chose dans ma vie de tous les jours, sur le moyen et le long terme, et dans ma prise en charge médicale. Donc l'idée de ce travail, c'est pas de sélectionner des Covid longs, c'est de sélectionner des gens qui ont fait le Covid
et des gens qui ne l'ont pas fait. Alors, des gens qui ne l'ont pas fait, ça devient de plus en plus difficile à trouver, mais c'est ça l'idée. Donc là, il y a tous les gens qui ont participé. Il manque les logos et je m'en excuse du Collège des enseignants de l'ancienne Picardie et également de l'Université catholique qui s'est associée à ce projet également. Donc notre hypothèse, c'est qu'il existe des différences dans la consommation médicale des patients qui ont fait un Covid versus ceux qui ne l'ont pas fait. Et donc on va s'intéresser à deux groupes, ceux qui ont un historique de Covid-19 et ceux qui n'ont pas. Alors, c'est une étude RIPH3, ça veut dire que c'est un peu interventionnel, mais pas trop, c'est-à-dire qu'on pose des questionnaires qu'on ne poserait pas dans la vie de tous les jours, et donc il faut déclarer ça, c'est purement administratif. D'accord ? Donc, l'idée, c'est 450 Covid plus et 450 Covid moins. On voudrait qu'il y ait entre 50 et 100, j'ai mis 200, ce serait super, mais au moins, si on a entre 50 et 100 médecins libéraux qui participent, ce serait vraiment excellent. Donc, l'objectif, c'est de comparer les motifs de consultation entre les patients ayant un antécédent de Covid-19 et ceux n'ayant pas été infectés. Et le critère d'évaluation principal, c'est la classification standardisée CISP2 que vos logiciels, que vous connaissez mieux que moi. Moi, j'ai découvert ça en élaborant ces projets, parce qu'on ne s'utilise absolument pas ça à l'hôpital. Donc, cette classification qui est utilisée par la plupart des logiciels pour coder les motifs de consultation. Donc, c'est pas par diagnostic, mais c'est par plainte. Et je pense que vous connaissez tous ça mieux que moi. Donc les objectifs, bon, et après il y a des objectifs secondaires, et notamment il y a deux échelles de qualité de vie que l'on va vous demander de faire remplir aux patients, qui s'appellent la SSD12 et la EQ5DL, en sachant que SSD12, ça permet vraiment d'évaluer la qualité de vie dans différentes dimensions, et le EQ5DL, c'est un questionnaire beaucoup plus succinct, mais qui est sur le plan international, et c'est le seul vraiment complètement validé. D'accord ? Et donc, et qui permet également de faire des analyses de pharmacoéconomie, de modélisation de coûts, etc. Ce qu'on ne peut pas faire avec les autres questionnaires. Voilà. Donc ça, c'est ça l'intérêt. Donc l'idée, alors là, c'est pas à jour, c'était 500 et 500, 450 et 450, mais il y a la consultation en médecine générale. Il y a une consultation pour un motif autre qu'un simple, alors je connais la remarque, autre que pour un simple renouvellement d'ordonnance ou de certificat. On va à nouveau me titiller en me disant il n'y a pas de consultation, il n'y a qu'un simple renouvellement. Donc du coup, c'est toute consultation. Et vous prenez les personnes qui ont un antécédent de Covid ou qui ont un Covid actuel et les patients qui n'ont pas de Covid. Et donc, en fait, alors, il y a plein de manières de faire, mais vous pouvez, par exemple, prendre le premier patient de la journée, vous lui demandez s'il a fait le Covid ou pas. Idéalement, il faut commencer par quelqu'un. Avant, je disais quelqu'un qui a fait le Covid, parce que c'était plus rare que ceux qui n'ont pas fait le Covid. Maintenant, c'est à peu près pareil, voire plus de côté de Covid. Donc, du coup, il faut plutôt demander est-ce que vous n'avez pas encore fait le Covid? Et à ce moment-là, vous pouvez inclure votre patient, s'il l'accepte, dans l'étude, où il y a juste les deux questionnaires, et raconter comment s'est passé le rendez-vous. Et après, vous incluez le prochain patient de la journée, par exemple, ou alors vous faites ça à la fin de votre consultation, et vous prenez deux patients à la suite, et vous faites ça, et du coup, c'est fait. Donc l'idée, c'est peut-être prendre deux successifs. À mon avis, c'est la méthodologie la plus simple, ou un le matin à l'après-midi, ou quelque chose comme ça. Donc les critères d'inclusion, c'est facile, c'est consultation en médecine de ville, forcément, une antériorité de résultats. Alors oui, ça c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent avoir fait le Covid, mais pendant la première vague, qui n'ont pas fait de test. Mais nous, on a malheureusement ces gens-là, c'est beaucoup plus difficile de les inclure dans des études de ce type. Ils présentent un vrai intérêt sur d'autres choses, mais là, on s'intéresse vraiment aux gens qui ont eu ou une sérologie alors qu'ils n'avaient pas été vaccinés, qui était positive, ou une RT-PCR SARS-CoV-2. Qu'ils aient été symptomatiques ou non, ou qu'ils le soient encore. D'accord ? Voilà. Et on va vous demander s'ils ont été symptomatiques ou pas. Donc, symptomatique, c'est au moins 2 symptômes parmi ceux qui entraînent un syndrome post-viral, un syndrome viral, ou un scanner évocateur, ou une anosmie. D'accord ? Et les Covid-neg, c'est tout simplement une consultation en médecine de ville, pas de sérologie ou pas de PCR connue positive, et pas de présomption clinique d'une infection par le Covid-19. Je profite d'une petite pause. On avait une question. Si les gens sont déjà dans l'étude, est-ce que les codes ont changé? Non. Ce qui a changé, c'est plus facile à remplir. Donc normalement, vos codes d'accès n'ont pas changé. On a juste simplifié le questionnaire. Alors, je vous rassure, rien n'est perdu dans ce que vous avez fait. Donc, on va s'en servir.
Et s'ils les ont perdus et qu'ils veulent les Alors, récupérer? Alors, il faut m'envoyer un mail. Alors, je vais vous envoyer, il est à la fin de recherche ou à moi directement. Ça peut peut-être passer, ça ira plus vite en Non. ce moment. On On a va un le mettre mois dans là le de. chat. Ouais, on va mettre mon mail, pas le. Je vais vous mettre parce que le Gmail, voilà, ok. Euh, alors, critères de non-inclusion, bon, bah, les mineurs, les refus de participation, évidemment, sauvegarde de justice, hospitalisation sous Covid. Où est-ce qui nous intéresse? C'est les gens qui n'ont pas été hospitalisés. C'est important. C'est vraiment les prises en charge ambulatoires. Il y a bien assez de choses qui sont faites et de toute façon, il y en aura trop peu au final pour et que un sous-groupe qui soit intéressant. Il faut essayer de rester homogène et donc on s'intéresse aux gens qui ont fait une prise en charge ambulatoire. Donc on a dit patient conscient pour le seul motif de consultation, surveillance de traitement, renouvellement ou certificat et sortie d'hospitalisation. Oui, ici par contre, sortie d'hospitalisation, ça on ne l'apprend pas parce qu'on imagine bien que pendant ces consultations-là, vous avez déjà beaucoup à faire sur l'hospitalisation et donc probablement beaucoup de plaintes sont dues à l'hospitalisation. Donc voilà. Le recrutement, donc voilà, donc on l'a dit, hein, c'est un patient consultant, une alternance Covid plus, Covid moins, et de toute façon, vous n'aurez pas le choix. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous dire, bon là j'ai 2 Covid plus, je vais le faire. En fait, le logiciel, une fois que vous avez inclus un Covid plus, eh ben, vous ne pouvez pas réinclure un Covid plus. Il vous forcera à faire un Covid moins. D'accord. Donc, l'idée, c'est de pouvoir alterner. Alors, ça, on l'avait fait parce qu'initialement, il y avait peu de Covid plus et on avait peur que vous engagiez plein de Covid moins et qu'au final, il y a une démotivation et qu'on n'ait plus assez de Covid plus. Mais bon, dans tous les cas, il vaut mieux faire une alternance, c'est pas mal. C'est pas mal pour rester un petit peu homogène au cours du temps, etc. Bon, alors du coup, il y a une note d'information et une note d'opposition. C'est-à-dire que une fois que vous êtes inscrit, on le verra après, eh bien, il faut donner une note d'information qui est très courte, hein, mais vous pouvez juste l'expliquer à l'oral en disant, voilà, on est obligé de vous en donner une parce qu'on va vous poser deux questionnaires et le patient récupère ça. C'est important que vous mettiez dans votre dossier médical, même si jamais personne ira vérifier parce que ça reste comme une enquête épidémiologique RIPH3. C'est quand même important que vous mettiez dans votre dossier médical que le patient accepte, vous mettez juste une phrase, si vous avez un dossier informatisé, patient acceptant l'étude Cocovilate. Voilà, ça suffit et ça permet de garder une trace. C'est purement juridique, mais c'est pas. Voilà. Donc la notice d'information, vous voyez, c'est ça. Donc vous devez fournir ça au patient. Donc vous avez un petit peu d'écriture en mettant le docteur, voilà, exerçant où, et vous lui donnez vous lui donnez cela. Alors, le recueil et le traitement des données. Donc voilà, donc là vous avez une inscription en ligne sur cocovilate.fr. Vous créez votre compte, vous mettez votre adresse mail, vous confirmez votre adresse. Et là, il y a un truc qui peut prendre. Donc je vous conseille de le faire ce soir, par exemple, parce que après il y a une vérification. Vous devez mettre vous allez recevoir un mail et pour confirmer la participation, vous cliquez sur le lien. On vous donnera un numéro, un mot de passe pour pouvoir avoir accès, un peu comme quand vous mettez sur un site de vente en ligne de je ne sais quoi. Il ne faut pas acheter en ligne, il faut acheter chez les petits commerçants. Mais bon, bref, en tout cas, ça ne peut pas se faire chez un petit commerçant. Donc voilà, vous le faites. Et puis après, il faut mettre le numéro RPPS. Hein. Une fois que vous vous connectez pour la première fois, vous devez mettre votre nom, votre prénom, votre ville d'exercice, votre numéro RPPS. Vous êtes d'accord que vous allez faire les choses selon un peu les règles de bonne pratique, sont de maintenir la confidentialité, réaliser l'étude comme indiqué, informer individuellement les participants, conserver les documents et accepter les clauses RGPD. Voilà. Donc, il faut cliquer sur tout ça, vous validez, et après, c'est bon. Il y aura juste un clic pour dire valider, c'est oui. Ensuite, vous allez arriver sur une page d'accueil, et là, vous aurez la liste des patients que vous avez déjà inclus. Et en fait, sur la gauche, vous avez un menu déroulant. Alors, la première fois, c'est un peu galère, hein, je ne vous cache pas, que la première fois, c'est un peu embêtant. Donc, moi, à la rigueur, ce que je vous conseille, c'est que le premier patient, plutôt que de faire ce que je vous ai dit juste avant, faire le premier patient et le deuxième, et comme ça, le premier, à la rigueur, vous le faites avant que vous ayez terminé, par exemple, juste avant la fin de votre travail. Comme ça, vous pouvez, ou alors vous préparez les choses. Si par exemple vous savez que le lendemain vous avez un patient potentiellement qui accepterait très volontiers, comme ça vous pouvez activer le projet et puis vous pouvez déjà regarder à quoi ressemble la page d'accueil. Et voilà. Vous voyez sur la gauche, il y a le protocole, les notes d'information que vous pouvez imprimer, le résumé de l'étude, les questionnaires que vous pouvez imprimer et voilà, et les différentes informations.
Vous créez un patient. Donc voilà, donc une fois que vous avez cliqué sur créer, donc vous l'incluez, vous mettez ses initiales, vous cliquez sur inclure, et là en fait vous allez avoir les critères d'inclusion et d'exclusion. Et en fait, il y a des choses que vous ne pouvez pas cocher parce que par exemple si vous avez inclus juste avant un Covid, eh bien les cases Covid ne seront pas cochables parce qu'en fait il va vous forcer à inclure un non Covid, d'accord? Et donc, et inversement. Donc, vous acharnez pas à cliquer si ça ne peut pas marcher, ça ne marche pas. Sinon, c'est un peu plus grisé, là, vous le voyez. Et donc, ça confirme qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Vous confirmez les critères d'exclusion, tac, tac, tac. Et donc, si c'est un Covid, c'est la première partie qui est à remplir. Si c'est un non-Covid, c'est la deuxième. Pour les Covid négatifs, c'est très simple. Il n'y a pas grand-chose à mettre. Il y a le formulaire d'inclusion, il y a les motifs de consultation, l'entourage proche, la consultation actuelle, l'histoire de la maladie, les traitements habituels et les questionnaires, et les questionnaires EQ5DL et SSD12. Bon, il y a décès, et ça oublié, d'ailleurs on l'a enlevé, décès, excusez-moi, on a enlevé ces cases. Ouais. Olivier, petite question dans le chat. Ouais. Il arrive souvent que des patients soient positifs et que les résultats soient transmis sans consultation au préalable. Peut-on appeler le patient pour participer à l'étude? Bien sûr. Alors après, ça c'est un mode, bien sûr, comme ça. Alors non, attention, c'est si vous pensez que vous devez le voir, le patient. Hein. Il ne faut pas se forcer à voir les patients pour l'étude. Ça justement, parce que là c'est déjà trop interventionnel pour l'étude qu'on a déclarée, et deux, justement, ça biaise l'objectif. C'est-à-dire que là c'est vraiment de la consultation tout venant. Donc si c'est un patient que vous savez que de toute façon, vu qu'il a fait un Covid, vous voulez le voir en consultation, eh bien oui, vous pouvez tout à fait l'appeler juste avant et lui dire est-ce que ça vous intéresse de participer? Je vous proposerai quand vous viendrez, parce que de toute façon, il faut qu'on se voit. Mais il ne faut pas appeler et dire il y a une étude, vous venez d'avoir le Covid, ça nous intéresse de vous inclure, est-ce que vous pouvez venir? Ça, il faut surtout pas le faire parce que ça casse justement l'idée d'étudier les motifs de consultation. Mais bien sûr que, ou alors les consultations qui sont prévues, vous pouvez tout à fait appeler la veille un patient, est-ce que ça vous dit de participer? Il y aura 2 questionnaires et je dois juste avoir votre accord pour pouvoir lancer le truc. Et ça, vous avez tout à fait le droit de le faire. Évidemment, c'est même mieux, moi je trouve. Mais je peux comprendre que ça prenne du temps. Mais après, au final, vous gagnez peut-être en faisant ça. Donc, les données du patient positif, du coup, il y a un peu plus de choses. Il y a des questions sur l'APCR où il faudra mettre les dates. S'il y a une sérologie, les dates. S'il y a eu un scanner, mettre les résultats principaux, c'est anormal, pas normal. Les autres examens faits, mais alors ça, on les a enlevés. Les examens biologiques, rassurez-vous, il n'y a plus rien. Et il y a les traitements éventuels qui ont été débutés pour le Covid. Vous avez le questionnaire, voilà, et vous avez surtout les motifs. Ce qui est important, là, c'est les premières lignes. C'est les motifs de consultation. Et il y a des questions sur l'entourage, c'est ce qu'il y a d'autres personnes qui ont été infectées dans la famille, etc. Parce qu'on a un objectif un peu secondaire pour voir à quoi ressemble la structure familiale selon les infections. C'est quelque chose qu'on fait quasiment dans toutes les études de ce type. Voilà, donc la clinique. Alors évidemment, plus rien n'est obligatoire. Et donc, évidemment, si vous estimez que pour votre consultation, vous n'avez pas à prendre la température, eh ben, vous ne la prenez pas. Hein. Vous faites vraiment comme vous avez l'habitude de faire dans cette situation clinique-là. Après, on aimerait bien avoir les poids, même si vous ne le prenez pas, demandez-lui, parce que le jour de la consulte, parce que le poids et la taille, parce que c'est quelque chose quand même d'important. Ça fait partie des facteurs de risque que l'on sait maintenant de Covid long. Le BMI supérieur à 25 et supérieur à 30, ce sont des facteurs qui augmentent le risque d'avoir des symptômes qui persistent, tout comme un certain nombre de comorbidités, diabète, cancer, anxiété, dépression. Ce sont des comorbidités qui favorisent la persistance des symptômes et donc peut-être des consultations en plus, okay, ou différentes plutôt. S'il y a une erreur, alors ça c'est un peu chiant, ça je vous l'accorde, il faut valider et revalider. C'est-à-dire que s'il manque des choses, alors s'il y a une case libre où vous n'avez rien à mettre, et alors il y a encore une case qui est comme ça, qui bug un peu, on a un problème, mettez juste un point dedans, et comme ça elle est remplie. Okay, et comme ça vous ne vous embêtez pas. L'objectif c'est que vous puissiez remplir ça assez vite. Hein, d'accord? Et après, il faut revalider une fois que vous avez vu les erreurs. Et après, c'est ça qui est un peu embêtant, c'est la reconfirmation. C'est des items ont été confirmés, merci de renseigner la raison. Bon, bah là, il faut valider vite. Ça, c'est malheureusement avec ce logiciel-là. La prochaine fois, promis, on utilisera autre chose. Plutôt ce qui est Patient Reported Outcome, les logiciels orientés patients, qui sont beaucoup mieux faits
que les logiciels orientés médecins. C'est horrible, pourquoi ils ne pensent pas à nous comme aux patients. Mais bon, donc voilà. Les contacts, voilà, donc Sophie Panager, malheureusement, elle a quitté le CHU de Lille ce mois-ci, mais elle travaille toujours sur l'étude, on travaille toujours ensemble. Donc du coup, il faut appeler ce numéro, le 4949 ou le 4848, et mon poste à moi, c'est le 6105. D'accord? Les numéros de la recherche clinique, ce sont ceux-là. Et vous pouvez envoyer des mails à recherche.ch-tourcoing. D'accord? Et puis, je vais vous donner le lien dans le chat. Comme ça, c'est plus facile. ch-tourcoing.fr. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer également un mail comme quoi vous êtes intéressé par l'étude et avec votre numéro de téléphone. Et s'il y a le moindre problème, n'hésitez pas. Par téléphone, je suis assez réactif. Alors, un petit retour d'expérience. Moi, j'avais inclus une patiente au début, la première mouture de l'étude, et ça m'avait pris un temps fou, genre 1h15, 1h20. Et c'est aussi pour ça qu'on avait fait un retour pour dire que c'était pas tout à fait adapté. Et là, j'ai retesté après qu'on ait simplifié, et c'est beaucoup, beaucoup plus rapide de remplir le questionnaire. Je pense qu'il faut savoir aussi que c'est rémunéré. Vous l'aviez eu dans le mail, mais c'est rémunéré 60 euros, si je ne me trompe pas, pour un couple patient Covid plus, Covid moins. Voilà, et c'est très important, je trouve, mais ça, Mathieu, tu seras probablement d'accord avec moi, de faire de la recherche en médecine générale et de promouvoir la recherche en médecine générale, parce que la plupart des recherches sont faites à l'hôpital et dans les CHU, et c'est pas du tout représentatif de la population qu'on voit tous les jours. Ouais. Un exemple que je cite souvent dans ce cas-là, c'est au CHU, il y a un excellent protocole sur la constipation du sujet âgé. Voilà, c'est un protocole qui a été établi, qui marche bien. On se dit c'est pas un truc super compliqué, la constipation du sujet âgé. Ok. Si on met en place le même protocole à domicile, ça marche pas. Donc il y a deux conclusions possibles. Soit c'est parce qu'on est trop nul en médecine de ville pour savoir appliquer un protocole sur la constipation du sujet âgé, soit c'est que en fait, le protocole à l'hôpital où on peut contrôler tout ce que le patient va manger, tout ce que le patient va boire, la bonne prise des médicaments, etc., on peut peut-être pas le faire en ville et qu'il faut faire autrement. Donc les études qui sont faites uniquement à l'hôpital vont pas forcément nous apporter des choses qui vont nous permettre de mieux prendre en charge nos patients en ville et inversement. Donc il faut vraiment compléter, il faut vraiment avoir les deux versants, l'ambulatoire et l'hôpital, pour pouvoir avoir une meilleure vision de comment prendre en charge nos patients. Et ça peut se faire que grâce à nous. Ouais, moi, j'ajouterais un truc qui est hyper important, et c'est que la crise, la Covid, elle nous a vraiment montré que c'était très difficile de mettre en place des projets en médecine générale, et il faut vraiment réfléchir à comment le faire ensemble et comment les faire pour simplifier les choses, parce que nous, on a des équipes à l'hôpital de techniciens d'études, etc., que vous n'avez pas forcément, ou alors c'est des budgets colossaux. Et donc, par exemple, là, vous voyez tout bêtement la première partie administrative, dans l'idéal, eh bien, il faudrait pouvoir à la simplifier encore plus. Et donc, on travaille vraiment à ça, nous, pour essayer de simplifier la législation pour que justement ce soit plus facile pour faire inclure des patients, parce que faire signer deux trucs, etc., là, ça n'a pas de sens, quoi. Et donc c'est la législation qui fait ça. Il y a plein d'autres choses. Nous, en tant qu'infectiologue, nous, on n'est pas en dehors du VIH à Tourcoing, qui est une maladie rare, et les infections nosocomiales multirésistantes. Nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la ville et les maladies infectieuses gérées en ville, parce qu'on a vraiment un gros contact avec les médecins de ville. Et donc, vraiment, tout ce que vous pouvez développer là-dessus, c'est quelque chose qui nous intéresse, parce qu'on a plein de questions sur les corticoïdes et infections, des choses comme ça, qui sont des choses qu'on a vraiment besoin de résoudre. Et il y a plein de projets qu'on a envie de faire, mais pour l'instant, eh bien, il faut qu'on trouve des bonnes solutions pour pas qu'on se retrouve dans un échec et que vous vous retrouviez dans un échec. Donc, je vous dis, moi, j'ai envie de mettre des corticoïdes dans les érysipèles. C'est un projet que j'ai en tête depuis des années. J'espère pouvoir le faire un jour avec vous. Voilà, c'est tout. Tu veux mettre des corticoïdes et des antibiotiques, t'as qu'à demander à SOS. Non, Et pardon, c'était un peu facile. Et des antibiotiques. Oh, elle était facile celle-là. Et pour réduire la durée des antibiotiques. Mais bon, on en parlera une autre fois, j'espère. Voilà. Donc ça, c'est une étude qui est vraiment purement observationnelle, avec une petite intervention, avec les deux questionnaires.
Et voilà, donc, alors je vous dis, je suis vraiment, en plus là, j'ai plus de temps que cette année, j'avoue que j'étais un peu pris, mais là, je suis vraiment très disponible pour vous le mois prochain, s'il y a des problèmes. Enfin, le mois à venir. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? N'hésitez pas, hein. Il y a Monsieur Coé qui en a posé plusieurs, mais je sais Il pas arrive si souvent d'autres que des personnes. patients soient positifs. Ah non, ça c'est ce qui était, oui, c'était la question tout à Une l'heure. petite chose que je peux peut-être préciser, il est possible, bien entendu, si vous êtes maître de stage ambulatoire et que vous avez des internes en SASPAS, il est tout à fait possible, à condition de former votre interne SASPAS en expliquant comment se passe le ICRF, etc., il est tout à fait possible de faire en sorte que vos internes participent à cette étude en remplissant des ICRF. Au contraire, c'est même mieux parce que vous leur mettez aussi le pied à l'étrier pour faire de la recherche après dans leur cabinet futur. Ça, c'est clair. Est-ce que les personnes qui ont inclus déjà, ceux qui sont présents dans le chat, est-ce que vous aviez inclus et est-ce que là maintenant vous pensez peut-être le faire? Je ne sais pas si ma question est claire. Non, la question n'est pas claire. C'était pour savoir si après cette présentation, ça vous semblait plus facile d'inclure des patients. Il y a un petit message dans le chat. Je peux le faire plus facilement. J'ai inclus comme. J'ai inclus comme docteur au début et c'était difficile. Ouais. Ok. Oui, oui, ben ouais. Et après, n'hésitez pas. Oui, oui. Ben, et vraiment, s'il y a encore des gros problèmes, je pense pas. Vraiment, de toute façon, la recherche, en fait, c'est triste à dire, hein, mais la recherche, c'est une bonne partie qui est chiante comme la pluie. Il faut quand même le dire. C'est qu'une fois qu'on a eu l'idée, c'est super. Une fois qu'on a le résultat, c'est génial. Mais entre les deux, c'est un long chemin. Et donc, voilà, c'est ça. Il faut quand même être clair sur ce genre de choses. Je vous dis ça de manière loyale et adaptée. Mais Ouais, il y a des puis c'est recherches vrai qui qu'on sont n'est pas fun. combien de... Hein. Pardon? Il y a des recherches qui sont très fun. Ouais, il y a toujours une partie compliquée. On n'est pas forcément formé. Effectivement, c'est bien de former les internes. Je vais mettre mes ça se passe dessus à partir de demain. Ça, super. Autre chose, bah non, n'hésitez pas. Moi, éventuellement, pour l'URPS, si jamais vous voulez, ou alors même par si jamais le département de médecine générale veut faire une réunion avec des maîtres de stage, etc., faire une visio pour stimuler un peu, moi, il y a aucun problème. Hein. Je suis full dispo. Hein. Il y a aucun souci pour faire ça. On voudrait avoir fini les inclusions en décembre. Mais là, le mois de juin, ce serait bien qu'il y ait un gros coup de bourre et qu'on puisse faire peut-être une analyse intermédiaire avec les patients qui vont être inclus. Et idéalement, dans tes objectifs les plus fous, si tu avais une baguette magique, tu aimerais combien d'inclusions en tout? 900 en tout, 450, 450. D'accord. Ce qui est un chiffre atteignable, c'est pas Oui, délirant, quoi. Ouais, tout à fait. Il arrive souvent que des patients. Ah non, je relis 10 fois la même question. Et on pourrait peut-être voir avec Mathieu s'il est possible d'envoyer via le DMG au maître de stage le replay de bien la sûr. soirée qu'on vient de passer Ouais. pour essayer de motiver un petit peu. Est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo capsule très courte? Je peux vous la faire. Ouais. Peut-être une vidéo capsule d'introduction et puis le lien pour le replay en dessous. Ça marche, je vous fais 1 minute. Ça marche. On peut faire ça tout à l'heure ou demain matin. Je vois que Catherine est en train. Nous pourrions Je aussi me doutais faire bien de que Catherine dirait la même oui, chose. bien sûr. Ah oui, j'ai dit le DMG, les DMG. Hein. Donc si la Picardie, il n'y a aucun problème. Ouais. Évidemment, plus on est de fous, plus on rit. Nous demanderons à la faculté libre s'ils sont d'accord aussi. Oui, tout à fait. Bon, je pense que les 3 facultés aiment bien participer à des projets de recherche qui justement sont faits en ambulatoire. Donc j'imaginais assez facilement la réponse de Catherine qui ne me surprend pas. Voilà, on est sur la même longueur d'onde, tout à fait. Ouais,
Écoutez, on va peut-être Voilà. conclure. Voilà. S'il y a des problèmes, n'hésitez pas. Demain, je suis toute la journée à Tourcoing, donc vous appelez. Vous pouvez même appeler du 49-49, vous faites le 03 20 69 48 48. C'est plus rapide que le standard. Et puis mon numéro, c'est le 61 05. Tac, je suis toute la journée là. Donc demain, si ça bug, si vous n'arrivez pas à un truc, moi je peux vous répondre à vos questions. Je vais attendre que le docteur Coé ait fini de taper, au cas où. Monsieur Calafiore, votre numéro de poste, votre 06 pour être joignable au cas où? Allez, on joignable au cabinet au 03 20 26 84 39, je vais le noter. 39 et à la fac. Je ne sais plus le numéro par cœur. C'est au département de médecine générale. Je vais vous retrouver ça tout de suite. 06. Oui, je pense que tout le monde veut ton 06 plutôt. Ah ouais, c'est mon 06. Mathieu, pardon. Ouais. Non, je l'ai déjà donné à François et depuis, je m'en mords les doigts. Alors, non, je ne le redonnerai plus. Moi, je ne le donne pas, c'est parce qu'à Tourcoing, on capte très très mal. Non, c'est vrai, c'est hallucinant. Bon, merci à tous pour votre participation. Vous pouvez en parler autour de vous. Nous, on va essayer de faire un peu d'envoyer au maître de stage et de diffuser plus largement. Et franchement, vous allez voir, essayer, c'est beaucoup plus rapide, vraiment beaucoup plus rapide que ce que ça n'était avant. Et du coup, avec les 60 € pour la demi-heure qu'on prend avec un plus un moins, c'est pas plus long qu'une consultation habituelle. Enfin, voilà, c'est pas très clair encore, mais je pense que vous avez compris. Ça nous permettra de savoir un petit peu mieux comment gérer nos patients et qu'est-ce qu'ils font exactement quand on leur diagnostique un Covid+. Okay. Et on apprend à mieux les connaître encore. C'est toujours intéressant. Merci à tous. Bonne soirée. À bientôt. À tous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.